Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 9. Chapitre 4. La sélection naturelle. Partie 1. La sélection naturelle, comparaison de son pouvoir avec le pouvoir sélectif de l'homme, son influence sur les caractères a peu d'importance, son influence à tous les âges et sur les deux sexes. Sélection sexuelle, de la généralité des croisements entre les individus de la même espèce. Circonstances favorables ou défavorables à la sélection naturelle, telles que croisement, isolement, nombre des individus, action lente, extinction causée par la sélection naturelle, divergence des caractères dans ces rapports avec la diversité des habitants d'une région limitée et avec l'acclimatation, action de la sélection naturelle sur les descendants d'un type commun résultant de la divergence des caractères. La sélection naturelle explique le groupement de tous les êtres organisés. Quelle influence a sur la variation cette lutte pour l'existence que nous venons de décrire si brièvement? Le principe de la sélection, que nous avons vu si puissant entre les mains de l'homme, s'explique-t-il à l'état de nature? Nous prouverons qu'il s'applique de façon très efficace. Rappelons-nous le nombre infini de variations légères, de simples différences individuelles, qui se présentent chez nos productions domestiques et, à un degré moindre, chez les espèces à l'état sauvage. Rappelons-nous aussi la force des tendances héréditaires. À l'état domestique, on peut dire que l'organisme entier devient en quelque sorte plastique. Qu'on se rappelle aussi combien sont étroits les rapports de tous les êtres organisés les uns avec les autres et avec les conditions physiques de la vie. Faut-il donc s'étonner, quand on voit que des variations utiles à l'homme se sont certainement produites, que d'autres variations, utiles à l'animal dans la grande et terrible bataille de la vie, se produisent dans le cours de nombreuses générations? Si ce fait est admis, pouvons-nous douter, il faut toujours se rappeler qu'il naît beaucoup plus d'individus qu'il ne peut en vivre, que les individus possédant un avantage quelconque, quelque léger qu'il soit d'ailleurs, aient la meilleure chance de vivre et de se reproduire. Nous pouvons être certains, d'autre part, que toute variation, si peu nuisible qu'elle soit à l'individu, entraîne forcément la disparition de celui-ci. J'ai donné le nom de sélection naturelle à cette conservation des différences et des variations individuelles favorables et à cette élimination des variations nuisibles. Les variations qui ne sont ni utiles ni nuisibles à l'individu ne sont certainement pas affectées par la sélection naturelle et demeurent à l'état d'éléments variables, tels que peut-être ceux que nous remarquons chez certaines espèces polymorphes. Nous comprendrons mieux l'application de la loi de la sélection naturelle en prenant par exemple un pays soumis à quelques légers changements physiques, un changement climatérique par exemple. Le nombre proportionnel de de ses habitants change presque immédiatement aussi, et il est probable que quelques espèces s'éteignent. Nous pouvons conclure, de ce que nous avons vu relativement aux rapports complexes et intimes qui relient les uns aux autres les habitants de chaque pays, que tout changement dans la proportion numérique des individus d'une espèce affecte sérieusement toutes les autres espèces, sans parler de l'influence exercée par les modifications du climat. Si ce pays est ouvert, de nouvelles formes y pénètrent certainement, et cette immigration tend encore à troubler les rapports mutuels de ses anciens habitants. Qu'on se rappelle, à ce sujet, qu'elle a toujours été l'influence de l'introduction d'un seul arbre ou d'un seul mammifère dans un pays. Mais s'il s'agit d'une île, ou d'un pays entouré en partie de barrières infranchissables, dans lequel, par conséquent, de nouvelles formes mieux adaptées aux modifications du climat ne peuvent pas facilement pénétrer, il se trouve alors, dans l'économie de la nature, quelques places qui seraient mieux remplies si quelques-uns des habitants originels se modifiaient de façon ou d'autre, puisque, si le pays était ouvert, ces places seraient prises par les émigrants. Dans ce cas, toute légère modification qui surgirait au cours du temps et qui serait favorable en quoi que ce soit aux individus d'une espèce en les adaptant mieux à de nouvelles conditions, tendrait à être préservée, et la sélection naturelle aurait ainsi le champ libre pour son œuvre de perfectionnement. Nous avons de bonnes raisons de croire, comme nous l'avons démontré dans le premier chapitre, que les changements des conditions d'existence, en agissant particulièrement sur le système reproducteur, suscitent ou augmentent la variabilité. Dans les cas que nous venons de citer, les conditions d'existence ayant changé, le terrain est donc favorable à la sélection naturelle, car il offre plus de chances pour la production de variations avantageuses, sans lesquelles la sélection naturelle ne peut rien. Ce n'est pas, me semble-t-il, qu'une grande somme de variabilité soit nécessaire, de même que l'homme peut certainement obtenir de grands résultats en accumulant de simples différences individuelles dans une direction donnée. De même, la nature peut agir, mais beaucoup plus facilement, car elle dispose d'une durée de temps incomparablement plus longue.
Je ne crois pas non plus que de grands changements physiques ou climatériques soient réellement nécessaires, pas plus qu'un haut degré d'isolement qui empêcherait l'immigration, pour produire des places nouvelles et inoccupées, et pour que la sélection naturelle les remplisse en modifiant et améliorant certaines des formes variantes. En effet, comme tous les habitants de chaque pays luttent les uns contre les autres dans un fragile équilibre de force, il peut suffire d'une modification très légère dans la conformation ou dans les habitudes d'une espèce pour lui donner l'avantage sur toutes les autres. D'autres modifications de la même nature pourront encore accroître cet avantage, aussi longtemps que l'espèce se trouvera dans les mêmes conditions d'existence et jouira des mêmes moyens pour se nourrir et pour se défendre. On ne pourrait citer aucun pays dont les habitants indigènes soient actuellement si parfaitement adaptés les uns aux autres, si absolument en rapport avec les conditions physiques qui les entourent, pour ne laisser place à aucun perfectionnement, car, dans tous les pays, les espèces natives ont été si complètement vaincues par des espèces acclimatées qu'elles ont laissé quelques-unes de ces étrangères prendre définitivement possession du sol. Or, les espèces étrangères ayant ainsi, dans chaque pays, vaincu quelques espèces indigènes, on peut en conclure que ces dernières auraient pu se modifier avec avantage, de façon à mieux résister aux envahisseurs. Puisque l'homme peut obtenir et a certainement obtenu de grands résultats par ses moyens méthodiques et inconscients de sélection, où s'arrête l'action de la sélection naturelle, l'homme ne peut agir que sur les caractères extérieurs et visibles. La nature ne s'occupe aucunement des apparences, à moins que l'apparence ait quelques utilités pour les êtres vivants. La nature peut agir sur tous les organes intérieurs, sur la moindre différence d'organisation, sur le mécanisme vital tout entier. L'homme n'a qu'un but, choisir en vue de son propre avantage. La nature, au contraire, choisit pour l'avantage de l'être lui-même. Elle donne plein exercice au caractère qu'elle sélectionne, et l'organisme est placé dans des conditions de vie qui lui conviennent. L'homme réunit dans un même pays les espèces provenant de bien des climats différents. Il exerce rarement d'une façon spéciale et convenable les caractères qu'il a choisis. Il donne la même nourriture aux pigeons à bec long et aux pigeons à bec court. Il n'exerce pas de façon différente le quadrupède à longues pattes et à courtes pattes. Il expose aux mêmes influences climatériques les moutons à longue laine et ceux à laine courte. Il ne permet pas aux mâles les plus vigoureux de lutter pour la possession des femelles. Il ne détruit pas rigoureusement tous les individus inférieurs. Il protège, au contraire, chacun d'eux, autant qu'il est en son pouvoir, pendant toutes les saisons. Souvent il commence la sélection en choisissant quelques formes à demi monstrueuses, ou, tout au moins, en s'attachant à quelques modifications assez apparentes pour attirer son attention ou pour lui être immédiatement utiles. À l'état de nature, au contraire, la plus petite différence de structure ou de constitution peut suffire à faire pencher la balance dans la lutte pour l'existence et se perpétuer ainsi. Les désirs et les efforts de l'homme sont si changeants, sa vie est si courte. Aussi, combien doivent être imparfaits les résultats qu'il obtient, quand on les compare à ceux qui ont pu accumuler la nature pendant de longues périodes géologiques. Pouvons-nous donc nous étonner que les caractères des productions de la nature soient beaucoup plus purs que ceux des races domestiques de l'homme? Quoi d'étonnant à ce que ces productions naturelles soient infiniment mieux adaptées aux conditions les plus complexes de l'existence, et qu'elles portent en tout le cachet d'une œuvre bien plus complète? On peut dire que la sélection naturelle scrute à chaque instant, et dans le monde entier, les variations les plus légères. Elle repousse celles qui sont nuisibles, elle conserve et accumule celles qui sont utiles. Elle travaille en silence, insensiblement, partout et toujours, dès que l'occasion s'en présente, pour améliorer tous les êtres organisés relativement à leurs conditions d'existence organique et inorganique. Ces lentes et progressives transformations nous échappent, jusqu'à ce que, dans le cours des âges, la main du temps les ait marquées de son empreinte. Et alors nous nous rendons si peu compte des longues périodes géologiques écoulées, que nous nous contentons de dire que les formes vivantes sont aujourd'hui différentes de ce qu'elles étaient autrefois. Bien que la sélection naturelle ne puisse agir qu'au travers et en vue de l'avantage de chaque être vivant, il n'en est pas moins vrai que des caractères et des conformations, que nous sommes disposés à considérer comme ayant une importance très secondaire, peuvent être l'objet de son action. Quand nous voyons les insectes qui se nourrissent de feuilles revêtir presque toujours une teinte verte, ceux qui se nourrissent d'écorce une teinte grisâtre, le lagopède alpin devenir blanc en hiver, le lagopède d'Écosse porter des plumes couleur de bruyère et de petits coqs de bruyère des plumes couleur de tourbe, ne devons-nous pas croire que les couleurs que revêtent certains oiseaux et certains insectes leur sont utiles pour leur garantir du danger? Le coq de bruyère se multiplierait innombrablement s'il n'était pas détruit à quelques-unes des phases de son existence.
et on sait que les oiseaux de proie lui font une chasse active. Les faucons, doués d'une vue perçante, aperçoivent leur proie de si loin que, dans certaines parties du continent, on n'élève pas de pigeons blancs parce qu'elles sont exposées à trop de dangers. La sélection naturelle pourrait donc remplir son rôle en donnant à chaque espèce de coq de bruyère une couleur appropriée au pays qu'il habite, en conservant et en perpétuant cette couleur dès qu'elle est acquise. Il ne faudrait pas penser non plus que la destruction accidentelle d'un animal ayant une couleur particulière ne puisse produire que peu d'effet sur une race. Nous devons nous rappeler, en effet, combien il est essentiel dans un troupeau de moutons blancs de détruire les agneaux qui ont la moindre tache noire. Chez les plantes, les botanistes considèrent le duvet du fruit et la couleur de la chair comme des caractères très insignifiants. Cependant, un excellent horticulteur, Darwin, nous apprend qu'aux États-Unis, les fruits à police souffrent beaucoup plus que ceux recouverts de duvet des attaques d'un insecte, le curculio, que les prunes pourprées sont beaucoup plus sujettes à certaines maladies que les prunes jaunes, et qu'une autre maladie attaque plus facilement les pêches à chair jaune que les pêches à chair d'une autre couleur. Si ces légères différences, malgré le secours de l'art, décident du sort des variétés cultivées, ces mêmes différences doivent évidemment, à l'état de nature, suffire à décider qui emportera d'un arbre produisant des fruits à la police ou à la peau velue, à la chair pourpre ou à la chair jaune. Quand nous étudions les nombreux petits points de différence qui existent entre les espèces et qui, dans notre ignorance, nous paraissent insignifiants, nous ne devons pas oublier que le climat, l'alimentation, etc., ont sans aucun doute produit quelques petits effets directs. Il ne faut pas oublier non plus qu'en vertu des lois de la corrélation, quand une partie varie et que la sélection naturelle accumule les variations, il se produit souvent d'autres modifications de la nature, la plus inattendue. Nous avons vu que certaines variations qui, à l'état domestique, apparaissent à une période déterminée de la vie, tendent à réapparaître chez les descendants à la même période. On pourrait citer comme exemple la forme, la taille et la saveur des grains de beaucoup de variétés de nos légumes et de nos plantes agricoles, les variations du ver de soie à l'état de chenille et de cocon, les œufs de nos volailles et la couleur du duvet de leurs petits, les cornes de nos moutons et de nos bestiaux à l'âge adulte. De même, à l'état de nature, la sélection naturelle peut agir sur certains êtres organisés et les modifier à quelques âges, que ce soit par l'accumulation de variations profitables à cet âge et par leur transmission héréditaire à l'âge correspondant. S'il est avantageux à une plante que ses graines soient plus facilement disséminées par le vent, il est aussi aisé à la sélection naturelle de produire ce perfectionnement, qu'il est plus facile aux planteurs, par la sélection méthodique, d'augmenter et d'améliorer le duvet contenu dans les gousses de ces cotonniers. La sélection naturelle peut modifier la larve d'un insecte de façon à l'adapter à des circonstances complètement différentes de celles où devra vivre l'insecte adulte. Ces modifications pourront même affecter, en vertu de la corrélation, la structure de l'adulte, probablement dans le cas des insectes qui ne vivent que quelques heures et ne se nourrissent jamais. Une partie de leur structure n'est que le résultat corrélé de changements successifs de la destruction de leurs larves, dans la structure de leurs larves. Mais inversement, des modifications dans la conformation de l'adulte peuvent affecter la conformation de la larve. Dans tous les cas, la sélection naturelle ne produit pas de modifications nuisibles à l'insecte, car alors l'espèce s'éteindrait. La sélection naturelle peut modifier la conformation du jeune relativement aux parents, et celle des parents relativement aux jeunes. Chez les animaux vivant en société, elle transforme la structure de chaque individu de telle sorte qu'il puisse se rendre utile à la communauté, à condition toutefois que la communauté profite du changement. Mais ce que la sélection naturelle ne saurait faire, c'est de modifier la structure d'une espèce sans lui procurer aucun avantage propre et seulement au bénéfice d'une autre espèce. Or, quoique les ouvrages sur l'histoire naturelle rapportent parfois de semblables faits, je n'en ai trouvé un seul qui puisse soutenir l'examen. La sélection naturelle peut modifier profondément une structure qui ne serait très utile qu'une fois pendant la vie d'un animal, si elle est importante pour lui. Telles sont, par exemple, les grandes mâchoires que possèdent certains insectes et qu'ils emploient exclusivement pour ouvrir leurs cocons, ou l'extrémité cornée du bec des jeunes oiseaux, qui les aide à briser l'œuf pour en sortir. On affirme que, chez les meilleures espèces de pigeons, culbutant à bec court, il périt dans l'œuf plus de petits qu'ils n'en pu sortir. Aussi les amateurs surveillent-ils le moment de l'éclosion pour secourir les petits s'il en est besoin. Or, si la nature voulait produire un pigeon à bec très court
Pour l'avantage de cet oiseau, la modification serait très lente, et la sélection la plus rigoureuse se ferait dans l'œuf. Et ceux-là seuls survivraient, qui auraient le bec assez fort, car tous ceux au bec faible périraient inévitablement. Ou bien encore, la sélection naturelle agirait pour produire des coquilles plus minces, se cassant plus facilement, car l'épaisseur de la coquille est sujette à la variabilité, comme toutes les autres structures.